Bienvenue à ce webinaire proche orientation ce soir. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter les interférences? Donc, proche orientation, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif de la région Hauts-de-France qui vous permet d'aller à la rencontre d'ambassadeurs de métiers afin de faciliter l'orientation des jeunes. Donc, ce soir, nous allons consacrer cette visio à la voie professionnelle et en faisant un focus particulier sur le bâtiment, comme on va le voir d'ici quelques minutes. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions. Ma collègue Alexandra se fera un plaisir de vous répondre. Donc, le webinaire de ce soir est enregistré et vous aurez donc un accès en replay. Et n'oubliez pas de couper vos caméras et vos micros pour éviter toute interférence. Alors, qu'est-ce que c'est que la voie professionnelle? C'est un petit peu la question qu'on va se poser ce soir. Alors, quand on pense voie professionnelle, en général, et quand on pose la question à un jeune ou même à un parent, voilà ce qui vient en premier. Alors, la voie professionnelle, c'est pas possible de faire de longues études, c'est de l'apprentissage. La voie professionnelle, c'est pour les élèves en difficulté, où le niveau est faible. On nous dit aussi un bac pro, c'est pas reconnu, c'est pas comme un bac. C'est pour exercer un métier manuel. Et il n'y a plus de matière générale ou encore, surtout, c'est ce qu'on entend le plus, c'est une voie de garage. Eh bien, nous, ce soir, on va mettre à mal toutes ces idées reçues et vous montrer que avec un bac professionnel, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses et surtout, la voie professionnelle, c'est surtout la voie de l'excellence. Donc, notamment en vous montrant déjà ce soir cette petite carte qui montre le nombre d'établissements professionnels, de lycées professionnels qui sont dans la région et plus particulièrement dans notre département. Donc on en compte 51, c'est déjà assez conséquent comme vous pouvez le constater. Donc la région de France est plutôt bien lotie à ce niveau. Si Madame Thiette, qui est présente, vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet, n'hésitez pas. Alors, en complément, mais je pense que ça va être dit après, citer peut-être les deux diplômes possibles que l'on peut préparer en voie professionnelle. Oui, on va y venir évidemment. Euh, Plus précisément, oui, dans la petite vidéo qui va suivre. Donc, on compte pas mal d'établissements. Donc, la voie professionnelle, justement, on a une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est. Je vous propose de l'écouter. Après la troisième, tu peux poursuivre tes études dans deux voies. Soit la voie générale et technologique qui prépare à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, ou soit la voie professionnelle qui permet d'acquérir des Pardon. compétences professionnelles pointues et recherchées sur le marché du travail. La voie pro te forme à un métier, soit en 2 ans, en passant un brevet professionnel ou un certificat d'aptitude professionnelle, ou soit en 3 ans, en passant un bac professionnel. Après le bac pro, tu peux encore poursuivre tes études pour avoir encore plus de compétences et trouver plus facilement un emploi avec un meilleur salaire. Le choix de spécialité est très large. En seconde pro, il existe 14 familles de métiers. Ça te permet de découvrir les savoir-faire communs à un domaine d'activité pour mieux choisir le métier qui t'intéresse et donc bien choisir ta spécialité en première. Si tu as déjà une idée précise du métier que tu souhaites exercer, le CAP peut t'y préparer en 2 ans. Après un CAP, il est possible de poursuivre ses études en bac pro. Tu intègres alors directement la classe de première pro et tu obtiens le bac pro en 2 ans. Le bac pro agricole s'obtient en 3 ans. En seconde pro agricole, tu as le choix entre 4 familles de métiers et 2 spécialités hors famille de métiers. Le CAP agricole se prépare en 2 ans et propose une dizaine de spécialités. Le brevet professionnel agricole se prépare aussi en 2 ans et se décline en 7 secteurs professionnels. Les matières générales comme le français, les maths, l'histoire géo sont encore enseignées, mais elles sont en lien avec la pratique professionnelle. Tu auras aussi des enseignements professionnels et des travaux en atelier. Les stages en milieu professionnel commencent dès la première année.
Choisir la voie pro, c'est aussi avoir le choix entre le statut scolaire ou l'apprentissage. L'apprentissage alterne cours en CFA, en centre de formation pour apprentis, et travail en entreprise. L'apprenti apprend tout en bénéficiant d'une véritable expérience professionnelle rémunérée. Pour aller plus loin, télécharge le guide Que faire après la troisième sur le site procheorientation.fr. Consulte également les sites nouvellevoiepro.fr et onicep.fr. Et enfin, rapproche-toi du psychologue de l'éducation nationale de ton établissement ou du CIO le plus proche de chez toi. Alors, voilà la petite vidéo qui vous présente un peu la voie professionnelle. Aujourd'hui, pour aller un peu plus loin, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous donc, Florence Tillette, qui est la directrice du CIO d'Arras, Ingrid Zielinski, qui est la directrice opérationnelle du CNQ, Bâtiment et Système énergétique intelligent, et Sébastien Hoquette, plombier chauffagiste pour Habitat Service. Donc, je vous laisse vous présenter, Mme Tillette. Alors, donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Florence Tillette, directrice du Centre d'information et d'orientation à Arras. Ingrid. Bonjour, donc Ingrid Zielinski, directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications bâtiments et systèmes énergétiques intelligents 3.0 Hauts-de-France. Tout un programme, alors. Et Sébastien Hoquette. Oui, bonjour, Sébastien Hoquette, artisan pour Habitat Service. Donc, on va pouvoir échanger sur différents sujets ce soir. Notamment, on va essayer de voir un petit peu le parcours de chacun et j'espère donc avoir des questions également dans le chat pour agrémenter cette vidéo. D'abord, je me permets de me tourner vers Sébastien. Au niveau de ton parcours, quelles sont les études que tu as menées pour devenir plombier chauffagiste? J'ai démarré par un CAP BEP qui n'existe plus à présent, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, j'ai bifurqué sur un bac pro. Tu as eu tout de suite l'envie d'avoir ta société ou c'est venu par la suite? Non, c'est venu par la suite. J'ai voulu d'abord acquérir les compétences dans la profession avant de me lancer en tant qu'artisan. Alors, le métier de plombier chauffagiste, qu'est-ce que c'est d'une façon générale? C'est très divers et varié. Hein. Ça peut être de l'installation de sanitaires ou de systèmes de chauffage, du dépannage. C'est très, très varié. Donc, pour rentrer dans le détail, ça risque d'être un peu long. Alors, ça rentre aussi dans le campus, tout ça, ces métiers de plomberie chauffage. Est-ce que, Ingrid, tu peux nous en dire davantage sur cette filière? Alors, effectivement, ça fait partie des métiers dits en tension, hein, avec toute la rénovation énergétique qui est prévue. On a une pénurie, on va dire, de main-d'œuvre sur ce secteur d'activité, on va dire le génie climatique dans sa globalité, puisque ça englobe effectivement, comme vous le dites, monsieur, le CAP plombier n'existe plus. Hein, maintenant, on parle d'installateur sanitaire. Ça suit aussi l'évolution de la filière et des métiers. Donc, on est vraiment sur un secteur en tension. Donc, il y a de l'emploi et Hauts-de-France et cette activité professionnelle. D'accord. Au niveau de ton orientation, Sébastien, tu avais des connaissances qui travaillaient déjà dans la plomberie? Non, aucune. Aucune. Je suis arrivé là un petit peu par hasard, on va dire. Et c'est un métier qui m'a plu. Donc, j'ai persévéré dans cette voie. D'accord. Quelle qualité il faut posséder pour être un bon plombier chauffagiste? Il faut avoir un peu de rigueur, aimer son métier et puis aimer apprendre aussi, parce qu'il faut toujours se remettre en question, toujours se mettre au jour. Il y a beaucoup d'évolution dans le métier, donc il faut suivre, il faut beaucoup se former en fait. Ça veut dire que tu continues à faire des formations encore aujourd'hui? Oui, régulièrement. Et est-ce que quand tu étais en études, tu as fait des stages?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Un stage en immersion entreprise pour découvrir, hein, savoir si le métier allait nous plaire par la suite. D'accord. Donc, on a une question dans le chat, il me semble. Est-ce que tu relayes les questions, Alexandra? Ah, tout à fait. Alors, une question qui concerne le nouveau nom du métier de plombier. Est-ce que ça correspond bien à sanitaire et installation thermique? Oui. C'est ça. Oui. Tout le monde confirme. Merci. Il y avait une autre question? En fait, la question portait sur les stages. Et donc, en fait, Monsieur Hoquet a très, très bien répondu. Merci beaucoup. D'accord. Si on s'attache à ce métier de plombier chauffagiste ou d'installateur en chauffage sanitaire, comme on dit aujourd'hui, quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier pour toi? Bah, bon, on va commencer par les inconvénients. C'est du lourd, hein, c'est porter des charges lourdes. C'est parfois avoir des amplitudes horaires un peu longues l'hiver, forcément, puisque c'est là où la demande est forte l'hiver. Après, les avantages, il y en a plein. Hein, je ne peux pas recommencer, mais Est-ce que c'est la diversité aussi qui fait que c'est ouais, voilà, on ne s'ennuie pas, on fait jamais la même chose. On peut faire du chauffage dans le début de semaine, du sanitaire, du dépannage, on voit beaucoup de particuliers, on ne voit jamais les mêmes personnes, c'est très varié. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi développer des qualités qui sont en dehors des qualités qu'on attendrait, par exemple, de façon simple de la part d'un plombier chauffagiste? Est-ce qu'au niveau commercial, il faut une certaine aptitude? En tant que, si on est ouvrier de base, entre guillemets, j'ai envie de dire non, pas spécialement. Après, si on veut tendre à être artisan, oui, il faut développer certaines qualités, notamment commerciales, relationnelles. Alors, est-ce que, Ingrid, tu peux me confirmer que c'est bien un secteur qui est en tension? Oui, c'est un secteur qui est en tension. Alors, pas que, hein, il y a énormément de métiers en tension donc, dans la filière du bâtiment. Hein. On parle souvent des maçons, des menuisiers, des électriciens, donc de tous les métiers du génie climatique, donc qui englobent la plomberie, le chauffage. On va aussi avoir la maçonnerie, forcément, les métiers de la finition. Donc, de toute façon, peu importe le métier, puis on a aussi des nouveaux métiers, on appelle ça des métiers émergents, donc des nouveaux métiers qui, avec l'évolution de tout ce qui est rénovation énergétique qui émerge, donc, et des nouvelles énergies, forcément, ces métiers-là évoluent, mais ce sont des métiers, effectivement, où il y a, de toute façon, en général, on dit qu'il y a 77% de difficultés de recrutement dans la filière du bâtiment, donc tout métier confondu. D'accord. Est-ce que tu confirmes aussi cette difficulté de recrutement? Oui, oui, on a beaucoup de difficultés à trouver du personnel qualifié, parce que c'est vrai que c'est très divers, c'est très varié, et donc pour trouver quelqu'un qui sache un peu gérer dans tous les domaines, c'est compliqué. Alors justement, on a une question d'une jeune fille dans le chat qui demande si vous prenez éventuellement des jeunes en stage maintenant que vous êtes installés ou éventuellement des apprentis pour les former. Oui, je prends régulièrement des stagiaires, oui. Des apprentis, j'en ai eu par le passé, ça fait quelques années que j'en ai pas pris, mais oui, je suis ouvert à tout stagiaire. D'après vous, quels sont les avantages justement à prendre des stagiaires? Bah, ça leur permet de découvrir la réalité du métier. Parce que parfois, ils ont peut-être une vision qui n'est pas correcte du métier, ou on leur dit des choses qui ne sont pas forcément cohérentes. Donc là, ils sont en immersion totale dans la pratique du métier. Ça les fait vraiment découvrir ce que c'est. Ok, super. Alors, c'est intéressant que ce soit une jeune fille qui ait posé la question parce que ça va nous permettre de rebondir sur justement cette répartition hommes-femmes dans le secteur du bâtiment. Est-ce que, du coup, Ingrid, tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, en général, donc, en moyenne, les femmes dans le bâtiment représentent à peu près 12% des effectifs salariés, en sachant que c'est un petit chiffre, mais qui est quand même en augmentation, puisque
Il y a quelques années, on était à peine à 9%, donc ça augmente tout doucement. Et puis, je peux vous raconter un épisode assez drôle. Par exemple, j'habite dans un appartement sur l'île et j'ai eu des problèmes de plomberie. Donc, une chose très basique, hein, donc forcément, on appelle quelqu'un au secours parce que on est obligé de couper l'eau partout, hein, sinon c'est l'inondation. Et donc, j'attends impatiemment hein, que le plombier arrive. Et là, ça sonne à l'interphone, j'entends une voix de fille. Bon, bah, je me dis, j'ai du mal à comprendre. Et puis, en fait, c'est une jeune femme donc, qui arrive hein, donc, avec son sac, avec le costume, enfin, avec tout. Et puis, elle y va, et puis, elle me répare le truc. En même temps, elle me change ça, en même temps, elle me remplace le joint. Et je ne peux pas m'empêcher hein, de ce fait, je vais la voir et je lui demande effectivement si c'est sa formation initiale, si c'est une reconversion, de où elle vient et pourquoi. Et en fait, elle m'a raconté son histoire. Donc, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années hein, qui a fait donc une reconversion et elle a encouragé vraiment, effectivement, le public féminin à aller dans des métiers, entre guillemets, dits manuels, parce que au-delà du fait qu'il y ait du métier, il faut arrêter avec ces préjugés où c'est compliqué pour les femmes. Je vais peut-être me substituer aux professionnels, mais où ça peut être compliqué, c'est dans l'organisation, parce qu'effectivement, il faut des vestiaires féminins, il faut des choses comme ça. Donc, ça peut être compliqué, mais en général, et moi j'en suis une, hein, puisque ça fait 15 ans hein, que je suis plus ou moins dans les métiers du bâtiment, et effectivement, sur chantier, on est souvent bien accueillis. Après, il ne faut pas se leurrer, en termes de force physique, potentiellement, on en aura toujours un peu moins que certains hommes. Mais pour autant, il y a des secteurs comme par exemple l'aménagement, la finition, donc tout ce qui est peinture, tout ce qui est menuiserie, où on voit en tout cas dans la formation initiale et dans l'apprentissage, de plus en plus de femmes donc s'engager sur ces filières-là. On leur reconnaît d'ailleurs des talents un peu plus minutieux que certains hommes. Et puis, on a de plus en plus effectivement de femmes aussi qui font de la reconversion vers ces secteurs parce que il y a de l'emploi. Donc déjà, c'est gage d'emploi. En termes de rémunération, on est quand même sur des rémunérations bien au-delà des minima. Aujourd'hui, quelqu'un qui démarre avec les primes de panier, avec les primes de déplacement, c'est plus un SMIC entre 1004 et 1005 net plutôt qu'un SMIC à 1002. Donc, c'est déjà plus élevé que la moyenne. En termes d'horaire, effectivement, hein, Monsieur Oquette, vous le disiez, il y a des amplitudes parce qu'il y a des périodes où, effectivement, l'hiver, hein, quand la chaudière, elle pète, voilà, c'est ça. Il y a des secteurs, mais c'est vrai qu'il est quand même bien connu que dans le secteur du bâtiment, on commence très tôt. Hein, on fait des petites pauses repas et puis on repart dardard. Et puis vers 4h30, 5h, en général, gros maxi, on a déjà fait au moins 7 heures de travail. Donc il y a quand même le côté un petit peu lourd de porter des charges, ça évolue aussi. Hein, je pense notamment, par exemple, aux troubles musculo-squelettiques qu'on pouvait avoir régulièrement dans ce secteur d'activité. Si je prends l'exemple du métier de carreleur, par exemple, hein, où on entendait les anciens nous dire j'ai les genoux bousillés parce que je passe ma vie à genoux. Aujourd'hui, on a des outils professionnels qui permettent justement aux personnes d'avoir une condition de travail beaucoup plus favorable que d'être à même du carrelage. Alors, on aura toujours les irréductibles hein, je mets mes genoux sur le carrelage, mais on a aujourd'hui des équipements professionnels individuels qui permettent de faire beaucoup moins de dégâts qu'on pouvait en avoir. Et puis, on a aussi une médecine du travail hein, qui est très présente dans le bâtiment. Hein. On suit quand même les collaborateurs avec aussi la pro-BTP. Alors, je pense que M. Oquette, vous en parlerez sûrement mieux que moi, mais des avantages sociaux qui ne sont pas inintéressants pour tout nouvel entrant avec la garantie d'une mutuelle qui est quand même bien prise en charge, une caisse de congés payés. Donc, il y a tout un système social qui s'est mis un petit peu, qui s'est développé pour justement encourager tout type de public, hein, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, à s'engager dans cette filière. Et cette jeune fille donc, qui est intervenue chez moi me disait qu'elle regrettait pour rien au monde sa reconversion. Alors en effet, il me semble qu'il y a aussi des ustensiles aussi pour porter ces charges lourdes. Hein. Ouais, moi j'ai investi dans des outils pour m'aider dans ma profession. Donc j'ai un lève-chauffe-eau parce que parfois on doit retirer des chauffe-eau qui sont relativement lourds.
Et tout seul, c'est pas évident, donc j'ai investi là-dedans. J'ai un lève-radiateur, j'ai du matériel électrique pour m'aider à soulever des charges lourdes, plein de matériaux qui, c'est vrai, soulagent un peu les difficultés du métier. Très bien. Est-ce que du coup, là je vous pose la question à tous les deux, hein, vous auriez des conseils à donner aux jeunes qui souhaitent s'orienter ou essayer ces métiers du bâtiment? Je pense qu'il faut essayer, il faut aller dans les lycées professionnels qui proposent des portes ouvertes, il faut aller dans tous les petits forums, les petits salons qui sont en général organisés assez localement pour permettre donc à ces jeunes de pouvoir, moins jeunes, à la rencontre justement de s'essayer. Il y a des petits ateliers, des petits plateaux techniques qui permettent aussi parce qu'il y a tellement de métiers, à un moment donné, c'est compliqué. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai un garçon qui a 23 ans, qui a fait un cursus général, alors que moi, je voulais absolument qu'il aille dans le bâtiment, mais il ne voulait rien savoir, il voulait rien savoir. Donc, il a fait un cursus général, il a fait un cursus universitaire plutôt dans tout ce qui était commercialisation. Et puis, à un moment donné, il s'est posé globe blackout et puis il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Et puis, il s'est questionné. Effectivement, les métiers du génie climatique, ça l'a intéressé parce que il y avait ce côté un peu énergie renouvelable. Sauf que lui, dans son idée, c'était comment je peux me former assez rapidement, avoir quelque chose de manuel parce que je ne peux pas non plus faire de longues études, et puis quelque chose qui va me permettre aussi à moyen terme, pourquoi pas, d'envisager d'être mon propre patron. Et donc, finalement, il a essayé plusieurs, donc la filière du génie climatique, il a aussi regardé un peu le bureau d'études, mais les maths, c'était pas trop son truc, en tout cas pas à ce niveau-là. Il a essayé aussi l'aménagement et la finition, mais c'est pas quelqu'un de très méticuleux, donc ça lui correspondait pas des masses non plus. Et puis il s'est orienté vers le métier de couvreur-zingueur. Donc, vous voyez, il a 23 ans, il va recommencer un CAP donc, en apprentissage, puisqu'aujourd'hui, l'apprentissage permet finalement très 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 longtemps de pouvoir recommencer et se reconvertir dans un métier manuel et il a trouvé une entreprise très vite. Il a dû faire je crois 5 ou 6 entreprises, il y en a 4 qui voulaient déjà le prendre direct même sans expérience quitte à le former sur place parce qu'effectivement il y a une telle pénurie, donc dès lors qu'on est un peu motivé, qu'on sait ce qu'on veut. Et lui, son idée, c'est voilà, de faire son CAP, donc post-bac, donc adapté à son niveau. Donc ça aussi, c'est aussi un service que propose aujourd'hui l'Éducation nationale. On ne va pas vous faire du français, de l'histoire et des maths si vous avez déjà un niveau bac. On va se concentrer sur les matières professionnelles et sur la technique pro. Derrière, il veut enchaîner sur un BP, un brevet professionnel, travailler 3-4 ans pour bien acquérir donc, de l'expérience professionnelle et puis se lancer en tant qu'artisan. Il faut savoir aussi que les branches professionnelles, donc représentées par la FFB et ou par la CAPEB, proposent aussi pour ces jeunes ou ces moins jeunes, en tout cas pour tout type de public qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, d'être accompagnés donc avec des cursus de formation, avec un réseau, avec un accompagnement adapté aux besoins donc de ce type de public. Donc c'est quand même une filière, je trouve moi, qui se donne les moyens en tout cas et qui essaye de faire des choses en tout cas. Et puis là, on parle des métiers manuels, il n'y a pas que ça, il y a aussi toute la partie back-office, les métiers d'études, les métiers d'ingénierie, les métiers de conduite de travaux, de chef de chantier, donc plus liés au management. Donc il y a vraiment, je veux dire, c'est sans fin, parce que le champ est extrêmement large. En effet, on va le voir dans la vidéo qui va suivre. Juste un point important pour les jeunes qui souhaitent tester un métier, qui souhaitent essayer. La région a mis en place une convention de stage qui vous permet d'effectuer justement un stage de découverte pendant les vacances. Vous pouvez réitérer ce stage plusieurs fois dans l'année si vous le souhaitez. Si vous souhaitez essayer le métier de carreleur dans un premier temps et puis finalement vous tournez vers le métier de couvreur par la suite ou n'importe quel autre métier d'ailleurs, vous avez cette possibilité grâce à la convention de la région que vous trouverez sur le www.procheorientation.fr. On peut peut-être voir justement la vidéo qui va nous présenter les différents métiers du bâtiment. J'espère qu'elle va démarrer, évidemment, c'est toujours le mystère.
Salut les petits loups, aujourd'hui on va voir qu'il n'y a pas que les métiers innovants qui sont pourvoyeurs d'emploi. Oh, Dommage, c'était bien parti. On la remet. Salut les petits loups, aujourd'hui on va voir qu'il n'y a pas que les métiers innovants qui sont pourvoyeurs d'emploi dans les années à venir. Et oui, parce que qui voilà comme métier connu de tous qui va offrir 60 000 à 80 000 postes par an? Eh ben c'est ce bon vieux secteur du BTP. Allez, c'est parti. Le BTP, ou littéralement bâtiments et travaux publics, regroupe une quarantaine de métiers répartis en 3 grandes catégories. Les fonctions d'études, exemple maîtreur, ingénieur civil, les fonctions commerciales, chargé d'affaires, technicien commercial, et bien sûr les fonctions de la construction, comme maçon, plombier et bien d'autres encore. Bon bref, vous connaissez ces métiers et les autres sans aucun doute. Même si ces métiers existent depuis la nuit des temps, il faut savoir qu'ils évoluent régulièrement en fonction des nouvelles contraintes réglementaires, qui elles-mêmes deviennent de plus en plus complexes. Et oui, les métiers du BTP cherchent à minimiser leur impact sur l'environnement et se positionnent donc sur les marchés nés de la transition énergétique. Un secteur en évolution, beaucoup de départs à la retraite, voilà une équation qui fait que les jeunes ouvriers qualifiés du second œuvre trouvent facilement du travail. Alors évidemment, on parle de beaucoup de métiers manuels, mais même en vous spécialisant dans un corps de métier précis, vous pouvez également viser les métiers de chef de chantier ou bien conducteur de travaux et passer en mode gestionnaire de budget et d'équipe. Ce que je veux vous dire, c'est que derrière l'image métier manuel réductrice, et pourtant moi j'admire les personnes qui savent tout faire eux-mêmes, il y a aussi toute une ribambelle de métiers d'encadrement qui fait que le secteur du BTP peut apporter un épanouissement à la plupart d'entre vous. Alors comme cursus, le CAP reste un niveau de qualification recherché. Il est constitué de 30 spécialités comme couvreur, installateur thermique, maçon, plâtrier et bien d'autres encore. Vous imaginez bien que je ne vais pas tous vous les faire. Mais les entreprises ont aussi besoin de managers de terrain. Et les profils BTS complétés par une licence professionnelle, donnant accès à des fonctions d'encadrement, sont très demandés. Et dans une moindre mesure, le secteur fait appel à des ingénieurs spécialisés en génie civil. Pour les salaires, trop de métiers et donc une liste bien trop longue à vous énumérer. Mais du peintre en bâtiment au directeur des travaux, les salaires ne dépendent que de votre expertise et de votre expérience. Et pour les plus reconnus, les salaires peuvent grimper très haut. En conclusion, la diversité des métiers qu'offre le BTP peut séduire nombre d'entre nous. Et puis, que ce soit à la fin du collège ou bien après le bac, on trouve toujours une formation et un débouché. Donc si la vie de chantier vous botte, foncez et devenez les meilleurs dans votre spécialité. Et surtout, faites-vous confiance et écoutez vos envies. Et toi, tu veux faire quoi? Donc voilà, donc là-dessus, je pense qu'au niveau du campus, on peut avoir d'autres informations qui vont agrémenter ce que cette petite vidéo vient de nous dire. Qu'est-ce que c'est déjà qu'un campus du bâtiment? Parce qu'on ne l'a pas dit finalement. non, on l'a pas dit, non. Donc, un campus du bâtiment, alors c'est d'abord un label, donc un label de l'éducation nationale coporté avec la région des Hauts-de-France. Il faut savoir que sur notre grande région, la région des Hauts-de-France était très présente dans le pilotage, dans la gestion et dans le développement donc, des campus des métiers des qualifications, puisque je pense que d'ici fin d'année, on sera 13 campus donc, sur des filières donc, dites en tension, donc des filières économiques. Donc, le campus, c'est une tête de réseau qui finalement intervient en partenariat avec le tissu économique pour satisfaire et surtout pour valoriser la voie professionnelle. Alors, la valorisation de la voie professionnelle, elle peut être par la mise en place d'actions à destination donc, de tout type d'apprenants, qu'ils soient apprentis ou en formation initiale ou en formation continue, et puis aussi de mettre en corrélation donc, la filière du bâtiment et ses besoins et l'éducation nationale. Donc, on est vraiment finalement, j'ai envie de dire, le trait d'union entre l'école et le tissu économique de la filière du bâtiment. Donc, réseau d'acteurs, ça veut dire que pour le campus, donc bâtiment, on a à peu près 20 structures donc, formatives qui sont des structures publiques et privées qui sont membres du campus. On est donc sur versant nord et versant sud, sur tout le territoire des Hauts-de-France. Et le campus donc BSEI est porté par un établissement, donc un lycée du bâtiment, qui est le lycée Jacques Le Caron, donc à Arras, puisqu'il est bien à l'épicentre du versant nord et du versant sud.
On a bien évidemment aussi des entreprises qui sont membres du campus et puis bien évidemment la branche représentée par la Fédération française du bâtiment et par la CAPEB, donc des petites entreprises. Donc les objectifs finalement c'est de pouvoir inscrire le système de formation tel qu'on le connaît aujourd'hui au cœur donc, des processus d'innovation et puis aussi de donner de la visibilité et de l'appétence par le biais de la valorisation donc de la voie professionnelle. C'est mettre en réseau différents acteurs pour travailler sur des projets communs. C'est par exemple créer des passerelles entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. C'est par exemple se positionner aussi sur la carte des formations en disant attention sur un territoire, il nous manque, on a un déficit de formation dans tel domaine. C'est aussi de contribuer à l'égalité d'accès à la culture, de favoriser la mixité dans toutes ses dimensions et puis, in fine, de pouvoir surmonter les obstacles liés à la mobilité et à l'emploi, donc pour tous les types de publics. Voilà un petit peu en gros le rôle donc, du campus. Si on devait le résumer en 4 mots, ce serait fédérer, construire, anticiper et accompagner. Très bien. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que la voie professionnelle, c'est justement une voie où on peut aller jusqu'au bac+5. Oui. C'est avoir le choix entre la formation initiale et l'apprentissage. Voire même la formation continue, oui. C'est également une voie pour tous les élèves, donc qu'on soit un élève en difficulté, un élève aussi porteur de handicap, il me semble qu'il y a des structures aussi d'accompagnement. Oui. C'est surtout une voie d'excellence, à ce que j'entends. Oui, c'est une voie d'excellence parce qu'effectivement, on est sur un geste métier. Comme l'hôtellerie-restauration, d'ailleurs, on le voit bien maintenant avec les top chefs, les meilleurs pâtissiers et j'en passe. Derrière, il y a un geste technique qui s'acquiert aussi avec l'expérience. Bien évidemment qu'il faut une prédisposition à aller sur ce secteur-là. Quelqu'un qui a le vertige ne pourra pas envisager d'être couvreur-zingueur, bien évidemment. Donc, il y a des prédispositions. Le fait de travailler en équipe, mais aussi en totale autonomie, parce que c'est aussi un secteur où, sauf si je me trompe, monsieur, mais où on n'a pas toujours un chef derrière soi. On travaille en équipe. Donc, effectivement, ça, en même temps, ça porte des valeurs humaines. Dont tout le monde s'y retrouve. Et puis, c'est aussi une des rares voies aussi avec l'hôtellerie-restauration où finalement, on peut ne pas être doué dans l'enseignement en général et pour autant s'épanouir dans un secteur et nous permettre de faire des études. C'est quand même pas rare aujourd'hui de rencontrer quelqu'un qui a commencé par un CAP un peu par défaut et qui a fini en BTS, voire même qui a entrepris les écoles d'ingénieurs. C'est quand même très, très courant. Donc, c'est une vraie finalement voie qui permet aussi de réveiller les talents. Exactement, donc c'est ce que justement, alors si on s'arrête au bac pro, on peut aussi intégrer le monde professionnel parce qu'on a déjà acquis des compétences. Oui. Mais on peut évoluer, c'est ce que tu viens de dire aussi, selon son ambition, selon ses envies. Oui. Et toutes les matières sont dispensées, ça c'est important de le signaler. Oui. Et ce qu'on a pu constater également, c'est que cette voie professionnelle forme au métier qui recrute. Tout à l'heure, tu disais aussi que c'était en adéquation avec le territoire. Justement, sur le territoire, il y a plusieurs grands chantiers qui s'annoncent là, pour les années à venir. Est-ce que tu peux alors, on a le fameux chantier de rénovation du bassin minier, donc qu'on appelle le RBM, l'engagement pour le renouveau du bassin minier, avec quand même 10 000 logements à rénover. Donc ça, c'est tout ce qui est partie rénovation. On a aussi un chantier donc plus métropolitain lillois aussi. Et puis on a fameux aussi le Canal Seine-Nord qui est source aussi d'emploi. Très bien. Donc ça veut dire aussi que les jeunes qui s'engagent aujourd'hui pourront travailler, par exemple, sur ces chantiers qui vont durer une dizaine d'années, il me semble. Ah bah oui, et puis après, alors effectivement, soit on est très chauvin et on n'a pas envie de quitter sa région, et je le comprends tout à fait, et on a besoin de travailler pas trop loin de chez soi parce qu'on aime bien son coin, et puis on n'a pas envie de partir, ça s'entend et ça se comprend, mais il y a du travail. Et puis pour quelqu'un qui n'a pas d'attache, qui a envie de bouger, qui a envie de partir, alors là, franchement, vous voyez, moi, mon fils, il est parti s'installer à Nice. Donc, parce qu'il croit que ça va être moins dur de travailler sur les toits quand le soleil tape que dans le nord quand il pleut. Mais on en reparlera.
Mais on en Ok. reparlera, mais je veux dire, quand je vous dis que c'est des difficultés d'emploi, c'est sur toute la France, les difficultés d'emploi, hein. Ce n'est pas, alors plus spécifiquement sur notre territoire, parce qu'il y a de gros chantiers, mais que ce soit de la rénovation ou que ce soit de la construction, enfin, je ne sais pas, monsieur, vous me dites si je ne me trompe pas, mais en général, il y a toujours du travail, hein, dans ce secteur. Je pense qu'il y a eu une grosse crise du bâtiment dans les années 80, d'où quand le bâtiment va, tout va, hein. Mais depuis, je veux dire, c'est quand même un secteur, même si parfois il a été au ralenti, notamment l'année dernière avec la Covid, mais aujourd'hui, l'activité a repris de plus belle, hein. D'ailleurs, on le voit tous, hein, à titre perso, hein, le temps qu'il faut pour qu'un artisan il intervienne. Après, on dépend pas de tout, mais oui, c'est vrai on a de la demande et donc c'est vrai que les délais peuvent s'allonger parfois. Ouais. Donc, je vous remercie pour ces informations. Madame Tillette, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la voie professionnelle Oui, par rapport à la proportion des jeunes qui souhaitent aller en lycée pro? alors déjà, donc peut-être revenir et insister sur le fait que cette voie d'excellence est en pleine rénovation, elle subit une réforme et que l'un des points importants de cette réforme concerne l'arrivée des familles de métiers en seconde professionnelle. Donc cette année, en septembre, on aura donc 12 familles de métiers. Certaines familles de métiers vont regrouper jusqu'à 2 à 10 spécialités de bac pro. Elles ont été créées, ces familles de métiers, afin de laisser le temps aux jeunes de réfléchir à leur projet, leur donner du temps et les connaissances nécessaires pour ensuite choisir leur métier et donc choisir la première professionnelle qui les concerne le plus. Voilà, donc ces fameuses familles de métiers. Revenir peut-être aussi sur, vous êtes sûrement parents d'enfants scolarisés en classe de troisième, et donc le téléservice affectation s'est ouvert le 10 mai, et donc depuis le 10 mai, vous pouvez saisir des vœux pour votre enfant. Donc faites bien attention donc, à ces familles de métiers pour les bacs professionnels. Je rajouterai également que certaines spécialités de bac professionnel ne sont pas organisées en famille de métier. Et donc, par exemple, pour le bac professionnel, accompagnement, soins, services à la personne, il n'y a pas de famille de métier. Ça restera une seconde professionnelle avec cette appellation-là. Donc, il faut être vigilant, mais pas d'inquiétude puisque tout est indiqué dans le téléservice affectation. Concernant donc les CAP, il n'y a pas d'organisation en famille de métier. Donc le CAP qui se prépare en 2 ans va conduire directement à la préparation à un métier précis. Voilà. Je vais peut-être aussi rajouter une dernière chose, c'est qu'en voie professionnelle, il n'y a pas de lycée de secteur. C'est-à-dire que vous pouvez choisir n'importe quel lycée, qu'il soit sur votre territoire ou un peu plus loin, ça importe peu, il n'y a pas du tout de lycée de secteur. D'accord, c'est important de le dire. Voilà. Après, ben, je reste à votre disposition de toute façon pour répondre aux questions. Est-ce que dans le chat, on a des questions, Alexandra? Oui, on a parlé d'excellence, on a parlé de talent. Et donc, je me demandais si les métiers du bâtiment participaient en fait à ce qu'on appelait avant les Olympiades des métiers, Oui, que Madame Zilinski a corrigé, puisque maintenant ça s'appelle les World Skills, et, World Skills, ouais. ou éventuellement d'autres concours d'excellence. Je vous laisse en parler un petit peu. Ben, on a effectivement les World Skills, donc il faut savoir qu'en 2024, ça sera organisé donc à Lyon, donc c'est international, hein, c'est international. Donc on a de mémoire des personnes qui vont jusque l'année dernière, qui ont été quand même, il me semble qu'il y a une jeune fille en menuiserie qui a été médaille d'argent d'ailleurs, de mémoire. Après, on a les Euroskills aussi. Donc là, on est plutôt sur Europe. Donc tous les 2 ans, en fait, hein, Euroskills et après WorldSkills.
Et puis, on peut aussi avoir des concours généraux des métiers. Hein. Là, on a par exemple le jeudi, on accueille le concours général des métiers sur les métiers du bois au lycée donc Jacques Le Caron. Donc, on a régulièrement des concours, alors soit territoriaux, soit régionaux, soit nationaux qui sont organisés. Et ça permet justement de mettre en lumière ces jeunes parce que pour les WorldSkills, il y a un plafond. Hein. Il faut au moment du WorldSkills avoir maxi 23 ans. Donc, et puis, c'est comme les Jeux Olympiques, hein, c'est un vrai entraînement, il y a du physique, du coaching, ça fonctionne vraiment comme ça. Et donc là, sur le côté bâtiment, justement, ce matin et ce midi, on avait une réunion auprès de la Fédération française du bâtiment pour créer donc une team bâtiment WorldSkills, donc portée par la région des Hauts-de-France. Et on va commencer donc à faire un roadshow. Donc, vous voyez, on est très dans l'anglicisme, hein, un workshop. Donc, il faut savoir d'ailleurs, ce que j'ai appris aussi aujourd'hui, je ne savais pas, que finalement les Olympiades, c'est une origine française, hein, cette idée. Donc, il y a 3 langues qui sont parlées lors des WorldSkills. Il y a la langue du pays d'accueil, qui est officiel, il y a le français qui est l'officiel et l'anglais puisqu'il est ce qu'il y a de plus transverse. Donc, le français fait toujours partie d'une des langues officielles. Donc, je trouve Cocorico, quand même, hein, ça mérite on a de quoi être fier. Ouais, on a de quoi être fier parce que c'est vrai que il y a de beaux talents et il mérite qu'ils soient un peu plus mis en lumière. Après, il ne faut pas oublier, c'est vrai que moi, quand je suis rentrée dans le monde du bâtiment, on avait une formation. Donc, et dans cette formation, on avait 5 jours à passer sur un chantier. Et en étant immergé donc, sur le chantier et en découvrant tous les métiers, finalement, je me suis rendu compte que ces gens-là mettaient un toit sur nos têtes, créaient des hôpitaux, créaient des endroits où finalement on vivait des moments professionnels et personnels. Et qu'à un moment donné, je trouve qu'il serait largement temps de leur redonner les lauriers qu'ils méritent. Exactement. Donc, j'ai vu aussi qu'il y a encore des questions dans le chat, Alexandra. Oui, tout à fait. Ilan Deram qui demande à Madame Tillet, du coup, je pense que ça s'adresse à vous, s'il peut changer de lycée après la seconde pour choisir son bac pro. Donc, comme je l'ai dit, les familles de métiers ont été organisées donc, dans le but de décaler d'1 an le choix de la spécialité du bac pro. Il faut quand même être vigilant hein, par rapport à ça. Les élèves qui sont en seconde pro dans l'établissement vont être prioritaires pour rentrer en première pro. Et donc, en fonction des places vacantes de première pro, les élèves venant d'autres lycées pourront le demander. Donc, voilà, il faut prendre en compte que la priorité est donnée aux élèves qui sont déjà scolarisés dans l'établissement, le lycée. Mais après, donc, vous pouvez changer, bien sûr, de lycée après la seconde professionnelle pour choisir votre bac professionnel en fonction des places vacantes, je vais rajouter. Alors, je ne sais pas si cette réponse vous suffit. Je laisserai les personnes réagir dans le chat si ce n'était pas le cas. Comme il y a aussi plusieurs questions sur les formations qui mènent au métier du bâtiment et sur les établissements qui dispensent ces formations, j'ai indiqué dans le chat le site de Projet Orientation et c'est notamment le lien direct vers notre brochure qui présente toutes les formations après la 3e dans la région Hauts-de-France et vous trouverez les formations professionnelles du secteur du bâtiment et vous verrez tous les CAP et les bacs pro qu'on peut faire après la 3e. Donc n'hésitez pas à suivre ce lien et à télécharger gratuitement la brochure. Merci Alexandra. Donc maintenant, on l'a perdu aussi. On a perdu aussi Ingrid. Donc, comment faire maintenant si vous êtes intéressé par ces métiers, n'hésitez pas à vous tourner vers vos enseignants, vers le psychologue de l'éducation nationale de votre établissement ou vers le CIO qui est proche de chez vous, puisqu'il y en a vraiment sur tout le territoire, n'est-ce pas, Antiette? Tout à fait, oui.
Donc, il y a un CIO dans chaque district, hein, rien que pour le département du Pas-de-Calais, on est 11 CIO. Donc, dans les CIO, vous allez pouvoir rencontrer les psychologues de l'éducation nationale qui travaillent aussi bien dans le centre d'information et d'orientation, et ils interviennent dans les établissements scolaires publics, que ce soit les collèges et les lycées. OK. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, vous pouvez tester les métiers grâce à la convention de découverte des métiers de la région. N'hésitez pas à vous en saisir. Et vous retrouverez tous nos replays, celui-ci et tous les autres, sur notre chaîne YouTube. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous. J'en profite également pour vous présenter le programme Jeunes et Audacieux qui a lieu cette semaine, qui met à l'honneur des jeunes qui ont développé justement des idées d'entrepreneuriat. Et vous le retrouverez également sur la chaîne YouTube de la région. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je me tourne vers Alexandra si elle est revenue pour savoir si d'autres questions sont présentes dans le chat. Et sinon, je vais vous saluer et vous souhaiter une bonne soirée. Je confirme qu'il n'y a pas de questions dans le chat et que les participants remercient tous les intervenants et leur signalent que tout était très intéressant. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous, notamment demain à 18 h, pour un rendez-vous consacré à l'agriculture. À bientôt, merci.